Joël de Gounou, les députés ont aussi prévu que un candidat avec tout son état-major politique peut dépenser jusqu'à 2,5 milliards pour la campagne et que si le candidat arrivait à recueillir au moins 10%, il serait remboursé à hauteur de 25% de la mise pour les dépenses de campagne. Oui, ce sont des... Et l'un pris dans l'autre, j'ai entendu des explications de vote qui justifient la caution de 100 millions par cette élévation du niveau des frais de campagne à engager. Je ne veux pas, je n'ai pas, ce serait prétentieux de ma part de discuter par rapport à ce niveau, j'allais dire, auquel on a fixé les dépenses électorales en ce qui concerne l'élection présidentielle. Vous savez bien que ceux qui sont au Parlement sont des experts des élections, certainement calculettes à la main. Ils ont dû évaluer ce que pourrait coûter l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, peut-être faudrait-il leur faire confiance. Mais là où je voudrais intervenir, c'est en réalité la philosophie de cette disposition. Le fait de plafonner les dépenses électorales. C'est de dire simplement, il faut quand même encadrer. Il ne faut pas aller dans les dérives de la corruption électorale, de la mauvaise gestion qui coûterait certainement, non pas seulement au parti, mais au pays. Mais a-t-on pensé à la sanction efficace? Parce que cette disposition n'a de valeur que dans la sanction, que dans la pesanteur, n'est-ce pas, légale, qui permettrait aux uns et aux autres de se retenir. Il ne me semble pas que la sanction ait été bien ficelée. Vous allez regarder un peu autour des articles 130 et suivants de la loi portant règles générales pour les élections, et vous allez découvrir que la sanction, c'est une amende de 5 millions jusqu'à 50 millions. Voilà. Si je peux dépenser, excéder jusqu'à 10 milliards et qu'on va me condamner au plus fort à 50 millions, pourquoi ne pas le faire? Vous voyez, la sanction n'est pas en cohérence avec l'esprit, avec l'idée. Et là aussi, il faut encore repenser la solution. Puisque par ailleurs, les institutions de contrôle, les organes de contrôle, la Cour suprême, la Chambre des comptes, n'ont pas les moyens adéquats. Puisque par ailleurs, on n'a pas donné la compétence nécessaire à nos juridictions locales. Parce que ce sont elles qui pourraient, dans le temps et avec beaucoup plus d'efficacité, procéder, n'est-ce pas, à l'encadrement nécessaire. Évidemment, il faut quand même nuancer de ce point de vue. Sur le plan pénal, ce sont les juridictions, n'est-ce pas, ordinaires qui règlent ces problèmes. Mais par rapport à l'aspect administratif, et vous savez bien que dans la réforme de l'organisation judiciaire, c'est une réforme déjà effectuée, qui est en vigueur. Eh bien, les tribunaux de première instance sont des chambres administratives. Voilà. Et de ce point de vue, pourquoi n'a-t-on pas pensé que ces tribunaux pourraient être saisis assez rapidement au lieu que d'attendre la Chambre des comptes qui n'a pas les moyens, me semble-t-il, nécessaires pour sanctionner tellement. Voilà, donc à vous comprendre par rapport à l'augmentation du cautionnement de 15 à 100 millions, problème sérieux mais mauvaise solution. Vous avez commencé à en parler déjà, vous avez déjà commencé à parler de la loi portant règles générales pour les élections. Là aussi, il y a eu des modifications qui ont été apportées. Le premier aspect auquel je voudrais qu'on touche, c'est celui du couplage des élections législatives et présidentielles. Alors, j'ai suivi le député Hélène Arol-Keke qui dit ne pas comprendre pourquoi est-ce que ses collègues forcent la main au chef de l'État, parce que c'est lui, article 46-47, je crois, qui peut dire quand est-ce qu'il faut organiser, qui détermine la date de tenue du scrutin. Alors, par la disposition de la nouvelle loi, c'est comme les députés fit la disposition constitutionnelle, ce qui serait incompatible. Oui, si vous permettez, Brice Oussou, je voudrais juste opiner sur le sujet qu'on vient de quitter, notamment le sujet précédent sur les 2,5 milliards. Moi, je n'ai jamais été à une élection présidentielle. Et comme Joseph Yogounou, je sais pas combien on dépense pour une élection présidentielle. Mais 2,5 milliards, de ce que je vois, de ce que j'ai vu par le passé, il me semble que les candidats aux élections présidentielles, en tout cas les gros cylindrés, si on peut parler ainsi, dépensent beaucoup plus que 2,5 milliards. Maintenant, comme dit le professeur Yogounou, on ne saura jamais. Comme on est dans un pays d'informel, et je reprends avec beaucoup de plaisir ce qu'avait dit le médiateur de la République, Albert Ouadjet, que nous sommes dans un pays qui est de plus en plus envahi, saisi et englué dans l'informel,
L'affaire ICC Service, ce n'est que la conséquence de l'informel. Le PAYOS, c'est la conséquence de l'informel. Nous avons des partis politiques qui, depuis 1990, sont laissés livrer à l'informel. Et donc, par conséquent, on ne sait pas ce qui s'y passe dans les partis politiques. On ne sait pas combien ils dépensent. Ils fournissent à la chambre des comptes de la Cour suprême les relevés qu'ils veulent. Ils n'ont pas les moyens de contrôler. Quand vous achetez de la cassa, vous achetez du sel, vous prenez déjà pas de facture, donc vous n'apportez pas de facture. Donc, la loi me semble limitée à ce niveau que de toutes les façons. Le législateur a fait ce qu'il doit faire. Mais, en ce qui concerne le contrôle et l'effectivité de ces dispositions, il me semble quand même qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. D'autant qu'on est dans un pays d'informel et qu'on ne fait rien pour lutter contre l'informel. Alors, sur la question concernant le couplage, c'est vrai que constitutionnellement, le président de la République est celui qui convoque le corps électoral. Et pour les élections législatives, et pour les élections municipales, communales, et pour les élections présidentielles. Je dirais que le bon sens, et en raison de la coïncidence de la fin des mandats présidentiels législatifs, le bon sens, étant donné que nous sommes de plus en plus dans des situations économiquement intenables, le bon sens voudrait, même en l'absence de dispositions législatives, voudrait que le chef de l'État convoque le corps électoral pour permettre d'essayer en 2-3 scrutins de régler le problème des deux grands enjeux. Ça, c'est, je dis, le bon sens. Mais il faut également reconnaître que les législatives sont une élection à part, deux grandes élections de souveraineté. L'élection législative et l'élection présidentielle. L'article, je crois, 40 de la loi portant règle générale, je crois, c'est l'article 40 de la loi portant règle générale qui pose le principe, ou 60, de la loi, voilà, qui pose le principe du couplage des élections. Le président de la République, pour autant, ne perd pas son droit de convoquer le corps électoral. En ce qui concerne le premier tour, que les députés ont voulu coïncider avec l'élection législative, le tour unique des élections législatives et le deuxième tour des élections présidentielles. À mon avis, tel que libellé, tel qu'organisé, le chef de l'État ne perd pas son droit et je dirais presque sa discrétion en ce qui concerne la convocation du corps électoral. De mon point de vue, il n'y a pas de contrariété, sauf qu'il y a que peut-être une prise en compte d'une situation qui est une situation évidente, une situation de fait majeure, que les deux mandats prennent fin à peu près dans un mouchoir de poche et qu'il faudrait pour des questions économiques peut-être organiser en deux scrutins, organiser les deux grandes élections. Alors, je vais prendre l'autre juriste avant d'aller au politologue. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de violation de la Constitution si on appliquait les dispositions de cet article 60 tel que voté, qui dit ceci: lorsque la fin du mandat des membres de l'Assemblée nationale et ou celle des conseillers communaux, municipaux et locaux interviennent dans un délai de 30 jours maximum, avant ou après celle du président de la République, le corps électoral est convoqué une seule fois et toutes autres élections se tiennent à la date unique retenue pour le premier tour de l'élection du président de la République. Alors, article 60, alinéa 2. Vous allez me permettre de répondre en suivant d'abord le contexte sociopolitique et puis la situation juridique. Sur le contexte sociopolitique, vous vous rappelez bien, en 2008, on a tenté une révision de la Constitution en vue de la prorogation du mandat des députés et que nous avons tous combattu, en tout cas certains à cette table, et d'autres non. Mais cela dit, l'un des arguments avancés à l'époque, et je me souviens, les interventions pertinentes de Mathias, son père, c'est que en 2011, nous aurons 2 élections. Nous pourrions faire l'expérience des élections jumelées, du couplage des élections, et nous allons tirer les conclusions s'il faut, à terme, procéder à des réformes dans le sens, à la suite de cette expérience que nous aurons vécue, dans le sens des élections jumelées. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, les élections différées, dans un temps aussi proche, multiplient les risques. Le risque, j'allais dire, la dimension psychologique, l'électeur. Vous voyez, nous sommes dans un pays où l'élection est un risque. Vous préparez l'élection présidentielle et vous préparez par la suite les élections législatives. Vous multipliez les risques. Vous multipliez les coûts. Et donc, vous multipliez tout. Et pour éviter cela, ma foi, je pense que l'idée du jumelage, moi je ne parle pas de couplage, je trouve le mot trop familier, n'est-ce pas? Jumelage de ces élections et me paraît la solution appropriée. Mais cela dit, au plan juridique, il faut considérer, on va jumeler quelle élection à quelle autre? On va jumeler
à l'élection présidentielle les élections législatives, puisque le rendez-vous des élections présidentielles est constitutionnalisé. On ne peut donc pas reporter les élections présidentielles à la période de survenance du thème des élections législatives. Lorsqu'on a évité cela, me semble-t-il, le chef de l'État ne perd absolument pas son droit, son pouvoir, ses prérogatives de convoquer le corps électoral, encore que cette prérogative n'est pas aussi discrétionnaire que cela paraisse. Elle est encadrée par la Constitution, d'une manière, en tout cas en ce qui concerne l'élection présidentielle. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il nous revient d'avoir le courage de dire, pour une fois, les circonstances, les tests et notre processus, notre histoire politique nous amènent, nous conduisent, n'est-ce pas, à faire des élections jumelées. Il ne faut pas éviter de les faire. Mais la question c'est, est-ce que ce n'est pas imprudent juridiquement de mettre cela dans une disposition légale comme si cela amenait à déroger un peu ou à encadrer? C'est ce que disent ceux qui sont contre cette disposition. C'est comme si une loi venait encadrer une disposition laissée discrétionnaire au chef de l'État. Il faut simplement rechercher si la disposition viole la Constitution. La disposition violerait la Constitution si elle, j'allais dire, elle déplaçait le moment de l'élection présidentielle. Elle violerait la Constitution. Cette disposition, me semble-t-il, vient en application de la Constitution. Et de ce point de vue, je pense que ça ne pose pas de problème. Mais le problème que cela pose peut-être est un problème politique. Dans les états-majors politiques. C'est intéressant pour certains et pas pour d'autres. Oui, Mathias Moumbé, justement, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que vous pensez que c'est seulement pour des raisons d'ordre financier, comme l'ont dit certains députés dans les explications de vote, pour nous faire des économies, ou bien c'est surtout parce que au niveau des états-majors politiques, il arrange certains que ça se passe ainsi, il n'arrange pas d'autres que ça se passe ainsi? Disons que les deux sont vrais à la fois. C'est-à-dire que si on organise les deux élections le même jour, mais au moins le premier tour de la présidentielle et les législatives le même jour, c'est sûr qu'on va faire des économies. Donc il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais dans le même temps, tout le monde sait que la manière dont vous disposez ces élections, ces implications politiques ne sont pas les mêmes. Si vous vous mettez par exemple dans un camp où vous avez de la difficulté à former les listes, vous savez que quand vous lisez l'histoire politique du Bénin depuis 90 à aujourd'hui, l'approche des élections législatives est un moment où les partis politiques volent en éclats la plupart du temps. Parce que dès que vous ne vous entendez pas sur le positionnement sur les listes, vous criez, vous voyez une création de plusieurs nouveaux partis politiques parce que chacun veut se positionner. Mais lorsque vous êtes dans une même coalition et que vous ne vous entendez pas sur la manière de constituer la liste, le conflit que vous créez ne manquera pas d'avoir des répercussions sur le résultat de l'élection présidentielle. Parce que vous êtes derrière le même homme, mais vous allez devoir vous combattre sur le terrain pour les législatives. Et donc, tous les camps qui peuvent connaître des difficultés de composition de leur liste pour aller aux élections législatives, si on organisait les élections de manière jumelée, comme dit le professeur Joguenou, ne manqueront pas d'en recevoir des coups. Et donc, vous voyez très bien que, selon le groupe qui voit que l'autre a plus de problèmes que lui, on peut utiliser ça comme un instrument, n'est-ce pas, pour se régler les conflits. Et donc, si on tient compte des explications de vote, on pourrait peut-être dire que c'est le camp au pouvoir qui n'a pas intérêt à ce que ça soit jumelé, et c'est le camp qui n'est pas au pouvoir qui a intérêt à ce que ce soit jumelé. Parce que lorsqu'on tient compte des explications de vote, c'est beaucoup plus. Ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, qui souhaitent qu'il y ait jumelage ou couplage, c'est l'expression, et les autres non. La lecture telle que moi je la fais, les deux camps auront de problèmes. Seulement qu'il est possible que les ampleurs ne soient pas les mêmes. Mais les deux camps auront des problèmes. Oui, je voulais simplement dire que on en est à parler de ce sujet, simplement parce que, comme le rappelait très bien le professeur Joguenou quand on commence cette émission, c'est que nos lois électorales sont souvent votées dans des circonstances pas d'apaisement. Des circonstances où les uns qualifient la loi de loi revancharde, et les autres disent que vous avez cristallisé dans la loi les rapports de force, que la loi traduit la méfiance, la loi traduit la haine de l'autre. Et justement, les lois électorales sont toujours modifiées. Et heureusement encore que la Cour constitutionnelle a rappelé le thème conventionnel des 6 mois avant les élections. Autrement, généralement, on fait des attouchements à la loi électorale à quelques mois de l'élection. C'est ça qui fait que les réformes qui auraient dû être menées sereinement, avec beaucoup, je dirais presque, de consensus, parce qu'il faut quand même de temps en temps réaliser le consensus de la classe politique pour faire avancer le système politique, je dirais presque le système partisan, le système électoral. Le Bénin, nous n'avons pas été habitués à ça. Nous avons été habitués parfois, des fois, à des rapports non consensuels, c'est-à-dire cristalliser dans la loi des rapports de force politique, à faire